L'idée de constater qu'enfin il y a une très injuste répartition des fruits, des résultats des grandes entreprises du CAC 40 qui font 80 milliards de résultats et qui en effet n'augmentent pas les salaires, oui, qui pourrait être contre ce constat. Cela sur dit, le principe. Sur le principe. Cela dit, le président de la République est bien en deçà de ce qu'il avait promis, puisqu'au même endroit, il y a 5 ans, qu'avait-il promis? Il avait promis la règle des 3 tiers. 1/3 des résultats pour les salariés, 1/3 des résultats pour les actionnaires et 1/3 des résultats pour réinvestir dans l'entreprise. Donc on est très en deçà. Donc quand il dit d'un ton martial, comme cela vient d'être dit, qu'il ne cédera pas, il n'a pas cédé puisque de toute façon il n'a rien fait et que les inégalités se sont dramatiquement creusées depuis 5 ans. Pour répondre à l'urgence, que faut-il faire? Je l'ai déjà dit une fois, je le répète ici, il faut d'abord bloquer les prix d'augmentation de l'énergie, de l'essence. Il faut définir... Les bloquer malgré l'augmentation des matières premières. Oui, il faut les bloquer. Ben, vous avez vu les résultats Total. Donc il y a peut-être une augmentation des matières premières, mais il y a quand même un problème tout au long de la chaîne de production, puisque chaque fois que le prix du baril augmente, Total augmente ses marges à la fois au niveau de l'extraction du pétrole, au niveau de la transformation, au moment du raffinerie, au moment de la vente. Donc il faudrait que l'État, à un moment, contrôle la répartition des marges et le prélèvement des marges sur toute la chaîne de production, car il n'est pas acceptable qu'à un moment où le prix de l'énergie augmente pour tous les Français, Total continue à augmenter ses profits. Total est malhonnête. C'est pas qu'il est malhonnête, c'est qu'il n'est pas soumis à un certain nombre de règles que l'État pourrait prendre au nom de la protection du pouvoir d'achat. Et je le répète, contrairement à ce que dit le gouvernement, l'article 410.2 du Code de commerce permet de déroger au principe de la libre concurrence pendant 6 mois. Ça avait été fait par le gouvernement de Pierre Bérégovoy. Donc il faut là d'urgence. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui habitent en milieu rural ou dans les zones périurbaines et qui aujourd'hui n'arrivent plus à faire leur plein d'essence pour aller travailler. Est-ce que c'est normal ça? Non, ce n'est pas normal. Même chose pour l'augmentation, la flambée de certains prix de l'alimentation et des produits d'entretien. Et moi, je propose que 50 produits alimentaires et d'entretien voient leur prix bloqué pour que les familles puissent accéder à la consommation et puissent faire 2 repas par jour et puissent entretenir leurs enfants, leur maison. Il y a des gens qui n'arrivent plus, et je le vois dans les épiceries sociales de la région, qui n'arrivent même plus à s'acheter du shampoing, de la lessive. L'urgence va à l'alimentation, il ne reste plus rien pour vivre, voire pour survivre. Dans une économie totalement déréglée, oui, dans une économie, il faut remettre des règles pour remettre de la justice. Un exemple, les prix des produits alimentaires ne cessent de flamber, y compris les produits laitiers. Et pendant ce temps, nos producteurs laitiers, je vous rappelle qu'il y a au cours des 3 dernières années plus de 200 suicides de producteurs laitiers parce qu'ils n'arrivent plus à vivre de leur travail. Et pendant ce temps-là, vous le savez, l'entreprise Yoplait a été rachetée par des Américains, notamment par un fonds de pension américain, en étant valorisée à 3,5 milliards d'euros. Est-ce que c'est normal? Comment se fait-il que la France, d'ailleurs, laisse acheter une industrie comme ça cruciale? Moi, je n'aurais jamais laissé partir une industrie laitière, mais au contraire, j'aurais mis en place, et c'est ce que nous ferons, un contrôle de la répartition des marges tout au long de la chaîne de production pour que le travail de l'éleveur soit rémunéré à son juste prix et que pendant toute la chaîne de production, y compris au moment de la vente, il n'y ait pas un abus de marge dominante parce que nous sommes dans un pays où la structure commerciale est l'une des plus concentrées au monde. Donc vous voyez bien qu'il y a des solutions et des marges de manœuvre. Et nous parlions tout à l'heure des bénéfices du CAC 40, c'est donc qu'il y a de l'argent qui rentre dans ces entreprises. Or pourquoi cet argent n'est-il pas mieux réparti sur les sous-traitants, puisqu'on voit les PME et les PMI, les patrons des petites et moyennes entreprises qui sont souvent en grande souffrance par rapport au maintien de leur activité et par rapport à leur volonté d'augmenter les salaires ou d'embaucher, parce que les grandes entreprises du CAC 40 font la loi, mais totalement. Est-ce que vous savez que Total ne paye aucun impôt sur les sociétés en France? Oui. Est-ce que vous le savez, absolument. Ça? Est-ce que c'est normal? Donc elles ne disent pas qu'elles perdent de l'argent en France. Elles vendent l'essence en France, elles ne payent pas d'impôt. Elles nous racontent qu'elles perdent de l'argent en France, mais c'est faux. Ces gens sont des cyniques qui se moquent du peuple français, avec des dirigeants aujourd'hui à la tête de l'État qui sont en connivence avec ces grands patrons et qui n'ont pas et le pouvoir aujourd'hui en France n'a pas le courage ni la volonté politique, parce qu'ils ont des intérêts liés, de mettre d'autres règles sur l'organisation de l'économie. Non, je ne le comprends pas. Et je le comprends d'autant moins que
au même moment, le gouvernement a pris la décision d'alléger l'impôt sur la fortune. Est-ce que c'est cohérent, ça? Est-ce que c'est logique? On apprend ce matin que Liliane Bettencourt va payer 30 millions d'impôts en moins grâce à la suppression du bouclier fiscal qui, soi-disant, devait aller dans le sens d'une meilleure justice fiscale parce qu'il y a un allègement sur l'impôt sur la fortune. Est-ce que les Français peuvent comprendre une telle incohérence et une telle injustice dans les décisions qui sont prises? Et par ailleurs, que si vous étiez au gouvernement, vous pourriez augmenter le salaire des fonctionnaires? Je pense que je maintiendrai le pouvoir d'achat des fonctionnaires. Et en tout cas, c'est pas vrai. Écoutez, on vient de parler de l'augmentation du prix de l'énergie, du prix de l'électricité, du prix des produits alimentaires, du prix des loyers, tout explose. Et on nous dit que le pouvoir d'achat des salariés, dont celui des fonctionnaires, est maintenu. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas exact. La deuxième observation. C'est pas ce que disaient les statistiques, mais bon. Mais c'est pas les statistiques, c'est la vie, ça, monsieur Apathy. C'est la vie. C'est les gens vont faire leurs courses, ils voient bien que pour faire leurs courses, il faut beaucoup plus et que pour remplir leur voiture et acheter l'essence, il faut beaucoup plus d'argent qu'on ne raconte pas. Augmenter le salaire des fonctionnaires. Un gouvernement doit. Vous pensez que vous pourriez augmenter le salaire des fonctionnaires? Je pense que je pourrais maintenir le pouvoir d'achat non seulement des fonctionnaires, mais de tous les salariés. La deuxième observation que je ferai, c'est que quand Nicolas Sarkozy a dit qu'il ne remplacerait pas un fonctionnaire sur deux qui part à la retraite, il a eu cette phrase, il a dit: qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Il vaut mieux avoir moins de fonctionnaires mais mieux payés, ou avoir plus de fonctionnaires mais moins bien payés. Donc il avait promis que la diminution du nombre de fonctionnaires aboutirait à une meilleure rémunération des fonctionnaires. Et en effet, les conditions de travail des fonctionnaires s'aggravent considérablement. Vous le savez, il suffit d'écouter les policiers, il suffit d'écouter les enseignants qui aujourd'hui ont beaucoup plus d'élèves par classe, il suffit d'écouter les infirmières. Tout le service public se dégrade aujourd'hui parce que, avec des coupes aussi drastiques dans la fonction publique, en effet, il y a une dégradation du service public. On ne peut pas prendre aux fonctionnaires à la fois sur leur salaire, sur leurs conditions de travail. Ce n'est pas une bonne politique. Mais moi, je ne suis pas là pour parler de moi. Voilà. Bon. Et je vois pas ce qui marche moins bien, vous savez. Peut-être un rapport à l'opinion publique. J'ai été réélu à la tête de ma région avec 61% des voix, avec des sondages qui m'annonçaient perdu et battu en début de campagne. Vous pensez que vous avez encore de bonnes chances d'être désigné par votre parti pour l'élection présidentielle? Je pense surtout que ce n'est pas à l'élite autoproclamée médiatico-politique de désigner qui va sortir des primaires. C'est pas le parti qui désigne, ce sont les Français. Les Français, les sympathisants de gauche. Vous confondez un parti politique et les Français, vous. Non, vous faites semblant de ne pas comprendre ma question? Si, je comprends très bien votre question. Est-ce que vous pensez que vous avez des chances d'être désigné par les sympathisants de gauche qui seront appelés à voter aux primaires les 9 et 16 octobre prochains? Mais nous verrons. Voilà, mais je ne fais pas. C'est une réponse. Voilà. Vous savez que je viens pour parler des sujets de fond qui préoccupent les Français. Mais nous en avons parlé. Voilà, c'est pour ça que nous pouvons continuer à en parler. Mais écoutez, nous avons consacré 90% de cette interview au sujet de fond. Et c'est très bien, je vous en félicite parce que je crois que c'est gentil de m'en féliciter parce que la classe médiatico-élito-politique, je ne sais pas quoi, vous voyez, je pensais que ce n'était pas très sympathique. Moi, je ne veux pas faire de la politique avec les petites phrases et les commentaires sur les uns et sur les autres.